a toujours dit le noir ne fabrique, était incapable d'inventer. Est-ce que l'Afrique peut développer, alors peut-on se développer hors des standards internationaux? Parce que j'ai été très très étonnée que vous perdiez tant de temps, c'est le cas de le dire, aux longueurs et aux lenteurs de l'INPI. C'est-à-dire, pourquoi êtes-vous obligé de passer par des standards internationaux? Est-ce qu'il y a d'autres solutions? Désolée, mais j'aimerais que vous m'expliquiez cette raison et c'est redondant par rapport à la question beaucoup plus générale de monsieur. Est-ce qu'on peut se passer de l'INPI et des normes occidentales? Ça, pas maintenant. Parce que l'Afrique est tellement habituée à se référer au milieu occidental. Si je descendais au Sénégal, j'ai inventé une automobile, on va dire c'est un noir. Bon, ils sont noirs comme moi, mais ils vont dire oh, ça là, c'est pas sûr. Si je déposais brevet d'invention en Afrique, j'avais commencé par déposer en Afrique un brevet d'invention sur le train électrosolaire et je pensais que l'OAPI, qui est africaine, bon, il n'y a pas de problème, c'était pour bénéficier des droits et des taxes que les chefs d'État donnent sur les brevets d'invention. Le directeur de l'OAPI m'écrit « Monsieur Atta Diouf, soyez modeste. Parler de train électrosolaire, ça c'est impossible. » Donc, c'est vous dire qu'à l'heure actuelle, l'Afrique est à un point tel qu'il y a le complexe. C'est un peu partout. Ça fait que ce n'est pas le moment. Il faudrait au contraire qu'on commence à travailler, que les gens voient que certains trucs qu'on pensait inimaginables pour les Africains sont faits par des Africains, que des révolutions industrielles, parce que l'Europe en a connu beaucoup. Le Congo s'est invité le temps d'une journée en Belgique, une croisière symbolique entre Bruxelles et Anvers pour évoquer les liens entre les deux pays et motiver les partenaires à redynamiser l'économie locale. Amélie Schiltz, Gaëtan Lilon. Nous arrivons à la station numéro 3, mesdames et messieurs, la station numéro 3 correspond à la ville de Matadi. Bienvenue sur le fleuve Congo. Ce n'est pas le port de Bruxelles que nous venons de quitter, mais bien celui de Banana. Celui de Kinshasa nous attend un peu plus loin. C'est toute la magie de cette croisière, au-delà des frontières. Ici donc, à Matadi, les anciens aiment dire « Le dos de la pirogue ne dévoile pas la profondeur de la rivière ». En naviguant sur ce fleuve, c'est quoi? C'est l'ESCO, hein? C'est l'ESCO. C'est vrai que je me vois sur notre fleuve Congo en fait. Franchement, je m'y sens. Et je suis même en train de pêcher. Il faudra un peu plus de soleil quand même. Hein. Mais enfin, ça va. Il ne pleut pas. Si le fleuve Congo est ainsi célébré, c'est notamment pour inciter les acteurs économiques à dynamiser ce secteur fluvial et maritime. Parmi les partenaires, l'Agence wallonne à l'exportation, mais aussi l'Association pour la promotion de la formation à l'étranger. Elle apporte notamment son aide aux pêcheurs du fleuve Congo. Le projet consiste à apporter les moyens nécessaires qui vont permettre aux pêcheurs de se structurer, de mieux produire et de mieux commercialiser leurs produits. Je pense qu'il y a une technologie extraordinaire du côté belge et le Congo en a besoin. Si nous prenons la technologie belge avec les potentiels congolais, nous pouvons sauver le monde. Les organisateurs espèrent aussi voir le tourisme se développer au Congo. Aujourd'hui, ils sont déjà 300 à répondre à cette invitation au voyage. Enfin, on parle de développement. Je dirige une association qui cherche à regrouper les scientifiques africains depuis des années pour les amener à se pencher sur le problème de l'Afrique. On cherche le développement. Seulement, à partir de 1960, l'Afrique, ses élites sont formées ailleurs que sur le continent. Et on leur dit partout, il faut vendre les matières premières. Donc le mercantilisme qui s'est révélé faux ici a été enseigné pour les besoins et toutes nos élites actuellement, ceux qui nous dirigent, pensent qu'il faut vendre toutes les matières premières, comme je l'ai toujours dit, et appeler l'homme blanc ou le chinois pour développer le continent. Or que chacun a compté sur soi-même, sur ses propres forces. Et on se rend compte que si des sociétés
n'ont pas comme composante, ne veulent pas envisager d'avoir une composante scientifique et technique, elles auront toujours beaucoup de problèmes. Et qu'on enlève l'idée de l'aide internationale. Aucun pays du monde ne s'est développé par l'aide et la mendicité internationale. Il faut que nous comptions sur nous-mêmes d'abord, évaluons nos faiblesses, nos défauts et comment nous améliorer. Tout d'abord, j'étais cinéaste. On était cinéaste et puis par après, on a jugé bon de changer le métier. Bon, c'est pour cela qu'on s'est lancé sur les transports lacustres en construisant les premiers bateaux, le bateau Rafiki. Bon, c'était les premières œuvres que j'ai construites. C'était en 1993. Ce chantier, je l'ai commencé en 2001. On n'a pas été financé. Nous nous débrouillons avec les moyens des bords, les moyens propres. Nous nous sommes organisés en famille, puisque, comme vous voyez, ce sont des œuvres que nous avons commencées avec les fonds personnels. Donc on n'a pas de crédit de banque ou de qui que ce soit. Mais quand même on s'est forcé avec les fonds personnels. Mais alors il y a les grands frères Mayaka qui est le financier. Faire appel à des ingénieurs non. Ou à des dessinateurs industriels non. Nous nous débrouillons toujours parce que j'ai fait un peu de dessin et je me suis un peu spécialisé en dessin industriel puisque je trouve parfois des bouquins qui me fait quand même, qui me guide, qui fait l'augmentation de ma connaissance. Ici, nous essayons d'améliorer, ce n'est pas comme chez les Blancs, mais nous évoluons. Il a une longueur de 36 mètres et une largeur de 8 mètres. Il est équipé de 2 moteurs Mercedes-Benz, bon, de 200 chevaux chacun. Les moteurs, nous les avons importés. Bon, bien sûr, comme vous l'avez vu, ce sont des moteurs occasion, mais nous achetons des boîtes neuves et puis nous faisons les accouplements et ça tient bon. Bien sûr, nous les avons achetés à Dubaï, puisque nous n'avons pas les moyens. Vous voyez ce que ça fait. Ce bateau va prendre au total 300 tonnes. Le bateau va effectuer 20 km à l'heure. Ici à Goma, c'est 105 km. Si vous divisez par 20, c'est 5 heures et quelques minutes. Le nombre de passagers que ce bateau va prendre, ça sera au moins 250 passagers assis. Pour la première classe, il y aura la capacité de prendre au moins 50 personnes. La première classe, nous allons mettre à $15. La deuxième classe, ça sera à $10 et troisième, $5. Le projet d'avenir, c'est de construire des bateaux qui répondront à la demande de la population, puisque ces derniers temps, la population aime la rapidité. Comme tel, quand on fait une œuvre, on doit être fier de ce qu'on est en train de faire. Bon, je suis fier avec ces bateaux et je pense que ça ne sera pas le dernier. L'excellence doit se construire. L'excellence n'arrive pas gratuitement. Il faut fournir des efforts pour acquérir cette excellence.
Je crois à ce niveau que pour arriver à cette excellence, nous devons nous informer, nous devons nous éduquer, nous devons nous former pour acquérir cette excellence. En nous déséduquant, en nous formant, en nous informant, nous aurons en nous les sciences, nous aurons en nous les connaissances sans lesquelles nous ne pouvons pas diriger notre vie, sans lesquelles d'autres le feront en notre place. Et vous le savez tous, quand d'autres font des choses à votre place, ils le font toujours à votre détriment. Quels que soient les discours qu'ils tiennent par ailleurs. Donc nous tenons à dire que l'excellence, nous devons la développer au sein de notre communauté. Nous devons la bâtir dans tout ce que nous faisons. C'est extrêmement important. Quelle que soit l'activité que quelqu'un choisit de développer, nous devons viser l'excellence. Nous devons chercher à être les meilleurs. Et il nous appartient uniquement de travailler à trouver les solutions pour résoudre nos problèmes. Nous sommes les seuls à pouvoir trouver les meilleures solutions. Nous sommes les seuls à pouvoir bien les mettre en œuvre. Nous sommes les seuls à pouvoir nous protéger. Et personne d'autre ne le fera jamais à notre place. Nous avons donc vraiment cette mission de contribuer vraiment avec toutes les qualités que nous devons développer, tout ce que nous devons mettre en œuvre. Nous sommes obligés de faire de notre peuple un grand peuple indomptable. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous devons travailler à bâtir, à faire de nous tous un peuple, un grand peuple, comme l'ont été nos ancêtres, un grand peuple indomptable. Personne ne doit pouvoir nous dominer. Les peuples se développent d'abord par leurs propres ressources. Voilà, les peuples se développent d'abord avec leurs propres ressources. Partout, l'expérience historique de partout dans le monde montre qu'on se développe d'abord avec ses moyens. Et c'est quand on est bien avancé que l'on peut soi-même aller choisir. Il n'y a pas de main tendue dans ces affaires-là. Les gens ne tendent pas la main gratuitement. C'est soi-même, on décide quelles sont les compétences, quelles sont les ressources qu'on peut aller chercher ailleurs. Les gens n'ont pas à nous tendre la main. C'est à nous de définir nos besoins, c'est à nous d'être dans l'action qui nous permet de nous en sortir. Et dans ce processus, s'il y a des compétences, s'il y a des ressources, s'il y a des choses qu'on peut prendre ailleurs, c'est à nous d'aller les chercher. Ce n'est pas à d'autres de nous tendre la main.